Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le vice-président. Merci beaucoup pour votre introduction. Je suis très très content d'animer et de modérer cette première table ronde sur les big data, opportunités ou menaces. Et je vais commencer tout de suite par faire l'appel en accueillant sur scène, alors dans l'ordre, Olivier Mater, Bernard Benamou, Caroline Antoine, Célène Apavou, Céline Bardet et Quentin Lhomme. On va tout de suite commencer par se présenter en 1 minute, les uns et les autres. Avant de commencer et avant de vraiment présenter les raisons qui nous amènent à parler aujourd'hui des big data, on va pouvoir se présenter très rapidement. Je serai là ce soir surtout pour faire le gardien du temps. On a à peu près 50 minutes à passer ensemble et j'aimerais vraiment, et je pense que c'était l'un des sujets quand on a préparé cette table ronde, on aimerait vraiment garder du temps pour pouvoir échanger avec la salle. Donc je serai sans pitié. C'est bien clair. Très rapidement, je m'appelle Camille Grenier, je travaille chez Reporters sans frontières et je suis en charge à RSF de l'initiative internationale pour l'information et la démocratie, et on regarde aussi l'utilisation qui est faite des big data et notamment des données personnelles sur tout un tas de sujets. C'est passionnant, mais ce soir on se concentrera surtout sur vos projets et sur vos solutions. Olivier Mater. Merci et bonsoir à tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc, je suis Olivier Mater, je suis en charge de la coopération internationale au contrôleur européen à la protection des données. Le contrôleur européen à la protection des données, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas une super autorité de protection des données, c'est l'autorité de protection des données, la CNIL en France, des institutions de l'Union européenne. À ce stade, on est très impliqué évidemment sur la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation qui existe en matière de protection des données, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Et on est aussi évidemment de façon plus globale chargé d'évaluer l'impact des nouvelles technologies sur les individus et d'essayer de trouver un point d'équilibre entre l'innovation et la libre circulation des données d'un côté et un haut niveau de standard de protection des données de l'autre côté. Dernière chose que je mentionnerai, une de mes attributions aussi, c'est de contribuer à la rédaction d'un manuel sur la protection des données dans le domaine humanitaire qui peut être intéressant pour certains d'entre vous. Monsieur Benamou. Bonjour et merci. Merci effectivement à nos hôtes pour avoir organisé cette soirée. Donc, je suis Bernard Benamou, je suis le secrétaire général d'un institut créé en 2015 qui s'appelle l'Institut de la souveraineté numérique, dont le but est justement d'étudier les relations internationales autour des questions effectivement numériques et les relations entre les États et les entreprises dans ces domaines. Après avoir été longuement délégué interministériel aux usages de l'Internet, auparavant encore diplomate auprès des Nations Unies dans le cadre d'un sommet sur la régulation de l'Internet et être enseignant sur ces questions depuis longtemps, globalement sur les enjeux à la fois sociaux, politiques et industriels liés aux technologies, donc particulièrement intéressé évidemment aujourd'hui par les questions de big data, d'intelligence artificielle et globalement d'évolution des technologies dans nos sociétés, avec effectivement ce qu'il y a de positif et de négatif, puisque le titre de la conférence portait justement sur une analyse lucide des deux aspects. 1 minute tout pile, merci beaucoup. Madame Antoine, Action contre la faim. Oui, donc bonsoir à tous et merci également. Donc moi je travaille pour Action contre la faim, c'est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre la faim et plus particulièrement sur la prévention et le traitement de la sous-nutrition. Donc c'est une ONG qui travaille sur différents secteurs pour prévenir la sous-nutrition avec le secteur de tout ce qui est des moyens existants, sécurité alimentaire ou assainissement, et puis aussi sur le plaidoyer, et également pour le traitement de la sous-nutrition avec notre secteur de la nutrition et la santé. Donc moi je travaille dans le secteur humanitaire depuis une dizaine d'années sur le terrain, et puis aussi au niveau global sur des problématiques de santé mondiale que sont la santé maternelle et infantile, la nutrition et d'autres sujets. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que j'avais dans l'ordre Monsieur Apavou. Bonsoir, je m'appelle Célène Apavou et je travaille comme gestionnaire des projets chez Zenasis Technologies. Zenasis est une entreprise technologique qui a été créée en 2015 aux États-Unis. Et notre mission, c'est un meilleur monde avec des meilleures décisions. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On intègre, entre autres, les données des systèmes siloés sur une seule plateforme afin d'aider les organisations internationales
et les gouvernements pour prendre des décisions très très vite. En ce moment, on travaille dans 9 pays, en Afrique et en Asie. Merci. Il vous reste encore 30 secondes si vous il voulez nous reste développer encore. encore un peu. Et aussi, je voulais ajouter qu'on est appuyé au niveau mondial avec les grands bailleurs tels que le Fonds mondial, Gavi, l'ONU, SIDA. Ok, ça va. Merci beaucoup, Monsieur Apavou. Céline Bardet, We are not weapons of war. Merci. Donc bonsoir à tous. Oui, alors moi je suis juriste et enquêtrice criminelle internationale. Et il y a un peu moins de 5 ans, j'ai fondé donc l'ONG We are not weapons of war, qui est une ONG mais qu'on appelle plutôt start-up à but non lucratif. Et on a été incubé à Station F dans le cadre du programme Chérit. On a créé un outil qui s'appelle le Backup, qui a pour objectif de permettre aux victimes de viols de guerre de se signaler et donc de pouvoir être identifiées. Et ensuite, on facilite la coordination et le fait que les services aillent auprès d'elles. Et le Backup, c'est une web application. Et il y a un back-office aussi qui permet de sécuriser et de stocker tous les éléments de preuve, donc sur lesquels on peut faire de l'analyse et donc sur lesquels on recueille beaucoup de données aussi. Et qui sont ensuite qui passent dans un système qu'on appelle de non-répudiation avec le système de la blockchain et qui peuvent être utilisés ensuite dans les cours de justice. Voilà. Ça va ? C'est parfait. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Lom Nanki. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis cofondateur de Nunki et on est une start-up de logiciels dont l'objet est d'anticiper, de détecter et de gérer convenablement les crises grâce à l'analyse de données, du big data, de l'intelligence artificielle, etc. Données que l'on trouve sur les sources ouvertes, donc sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. L'idée étant d'être le plus rapide et le plus qualifié possible pour permettre à nos clients d'être mieux informés et de mieux réagir lorsqu'il se passe des choses qui peuvent être négatives pour leurs activités. Merci beaucoup pour ces toute première présentation. Je suis très content d'être parmi vous, d'avoir vraiment des diversités de points de vue avec un équilibre entre ONG, start-up, régulateurs, penseurs, on va dire, experts international. Quand on m'a invité à modérer cette table ronde, forcément, je me suis moi-même d'abord posé la question, les big data, menaces ou opportunités. En effet, pour certains, ça peut être des opportunités. Pour d'autres, ça peut être des menaces, ça peut être des opportunités de business, ça peut être des opportunités pour faciliter des process industriels, ça peut être des opportunités pour le développement. Ça, j'en suis convaincu depuis longtemps, comme bien d'autres. Mais ça peut être des menaces. Ça peut être des menaces pour les libertés individuelles, ça peut être des menaces pour la vie privée, ça peut être des menaces quand il y a des failles de sécurité. Et il y a énormément de solutions qui ont fleuri ces dernières années avec l'explosion du nombre de données disponibles, qui a donné de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux. Tout d'abord, la régulation de ces big data, et notamment en Europe, la régulation des données personnelles. Et puis un autre, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec M. Benamou, ce sujet de la souveraineté du numérique, quand on voit que les plus grandes entreprises du numérique sont soit basées dans la baie de San Francisco, soit en Chine. Je ne vais pas vous faire les fameux acronymes que tout le monde a en tête, mais ce sont aujourd'hui de vrais sujets économiques, politiques, environnementaux, etc., qu'il convient de discuter. Et pour avoir justement, comme le disait monsieur le vice-président, cette vision de long terme, pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets. On va tout de suite développer un peu plus les projets sur lesquels vous travaillez, mesdames et messieurs. On va peut-être commencer par vous, Caroline. C'est bien ça, avec Action contre la faim, et notamment la façon dont vous utilisez ces big data pour mener des projets très concrets dans certains pays. Oui, alors donc moi je suis ici en tant qu'Action contre la faim, mais en fait je représente un consortium parce qu'on travaille sur ce projet avec deux autres ONG qui sont Terre des Hommes et World Vision International, qui est une ONG américaine et une ONG suisse.
Donc en fait, ce projet, il est né d'un constat sur, malgré une amélioration de la réduction de la mortalité infantile, durant ces 2 dernières décennies, il y a quand même aujourd'hui encore énormément de décès qui sont liés à des causes évitables telles que la diarrhée, la pneumonie, la malnutrition et le paludisme, et liés notamment à une insuffisance d'application des protocoles de prise en charge, un protocole qui a été développé par l'OMS de prise en charge des maladies intégrées de l'enfant et également de prise en charge de la sous-nutrition. Et donc l'idée a été de numériser, donc c'est d'abord de Terre des Hommes qui a créé ça, donc de numériser le protocole de prise en charge de la malnutrition, pas de la malnutrition, des maladies infectieuses. Et en fait, c'est une méthodologie qui a été développée pour des infirmiers peu qualifiés et qui permet d'évaluer et classer les signes généraux de danger, savoir si on l'envoie à l'hôpital ou s'il est soigné au centre de santé, et puis d'aider dans la décision clinique. Et donc cette application, donc il y a eu une étude qui a été faite, une évaluation d'impact, donc qui a quand même permis de montrer des résultats assez spectaculaires. Le fait de digitaliser, donc c'est une application qui est sur Android, donc avec une amélioration de la précision du diagnostic. Si on prend une pathologie comme la dysenterie, on passe de 44% à 83%, donc une réduction des antibiotiques, la prescription excessive d'antibiotiques, etc. Donc aujourd'hui, sur cette application, on est sur ce projet a 5 ans. Donc on est sur une mise à l'échelle avec, il couvre 60% des centres de santé au Burkina Faso, avec 250 000 nouvelles consultations par mois et 5 millions de données de consultations à ce jour. Et donc là, l'objectif de la 2e génération de ça, c'est de travailler sur l'intégration de la sous-nutrition, parce que c'est quand même aujourd'hui responsable de 45% des décès des enfants de moins de 5 ans. Enfin, c'est une cause sous-jacente de 45% des décès. Donc c'est une problématique extrêmement importante, sachant que seulement 20% des enfants qui souffrent de sous-nutrition ont accès à un traitement. Donc, comme je vous disais, donc il y a 5 millions de consultations. Donc en termes d'opportunités aujourd'hui, ça nous donne 5 millions de données avec des lieux géographiques, des pathologies, et on va travailler en tout cas sur différents aspects. Le premier, sur la question de modélisation des épidémies, parce que ça nous permet d'avoir des données sur les zones géographiques, etc. La numérisation n'empêche pas l'erreur humaine, et notamment l'erreur dans la prise de température, la mesure, etc., qui donne des diagnostics erronés. Donc on est en train de travailler maintenant sur de la détection de valeurs aberrantes et de voir dans quelle mesure peut-être on peut aider à l'amélioration des données qui sont enregistrées, pardon. Et puis le 3e point, c'est comment aussi avoir des dashboards intelligents pour les autorités sanitaires au niveau du district et pour pouvoir prendre les décisions. Et en termes de menaces, donc c'est vrai qu'il y a, oui, très rapidement. De toute façon, c'est surtout beaucoup d'opportunités. Donc ça va être très rapide. Donc voilà, effectivement, il y a la question de la gouvernance des données, qui a accès à quelles données, à quel moment. Donc évidemment, on a travaillé là-dessus, mais il faut être assez clair que ça doit être mieux formalisé. La question aussi de la protection des données. Donc il y a une législation au Burkina, donc on suit la législation au Burkina Faso. Mais par ailleurs, les données sont stockées aux États-Unis. Donc on suit également la législation des États-Unis. Et voilà, donc c'est ces 2 points. Merci beaucoup et désolé de vous couper, mais on m'a mis beaucoup de pression. Monsieur Apavou, rendre le monde meilleur, c'est aussi ce que vous nous avez dit, apporter des solutions très concrètes à la fois au gouvernement et aux institutions. Peut-être vous pouvez nous parler un peu plus en détail de votre solution. Absolument. Alors Zenasis, on offre une plateforme d'interopérabilité, souvent gratuite, pour une première phase de projet, avec des analyses avancées et une formation continue. Ainsi, les gouvernements, ils peuvent avoir toutes les informations nécessaires pour la planification de leur programme, mais aussi pour faire un suivi et évaluation améliorée en temps réel pour identifier les problèmes et vraiment cibler toutes les interventions. Et si la première phase du projet est validée, Zenasis travaille avec le gouvernement et les grands bailleurs pour la mise à échelle du plateforme. Et vraiment, et ça c'est quelque chose de très important, c'est vraiment définir la durabilité. Parce qu'on veut que le gouvernement puisse gérer la plateforme éventuellement. Concernant un exemple d'impact, après le passage du cyclone Dida au Mozambique l'année dernière, Zenasis a vraiment travaillé avec le gouvernement et tous les partenaires de terrain pour intégrer toutes les données critiques en 2 semaines. Et la plateforme, elle a été utilisée, entre autres, pour vraiment déterminer l'emplacement des sites de vaccination contre l'épidémie du choléra. Et le gouvernement et les partenaires du terrain,
y compris l'OMS, MSF, ils ont réduit le nombre des nouveaux cas de l'épidémie du choléra dans la province de Sofala de plus de 400 par jour à 0 en un mois. Et concernant les menaces, je pense qu'à notre niveau, et ça c'est une observation après 4 années de travail, quand on parle de big data, il faut vraiment avoir une bonne stratégie. Comment utiliser ce qui est vraiment big data? Parce que si on n'a pas vraiment une stratégie en place, on voit que les gouvernements, les bailleurs, ils vont dépenser des millions de dollars, mais finalement, vous n'avez pas vraiment de résultats. Alors je pense qu'avoir une bonne stratégie en place, c'est vraiment très important. Ça va? C'est parfait. Merci beaucoup. Très intéressant. On va tout de suite passer au sujet suivant avec vous, Céline Bardet. We are not weapons of war. Vous êtes à la fois, vous l'avez dit, juriste et entrepreneuse maintenant. Et vous avez développé pas mal de solutions. Et je vous en prie, vous avez un peu plus de 2 minutes. Oui, donc effectivement, moi je suis juriste et je suis juriste de crimes de guerre en fait depuis 20 ans, donc autant vous dire que j'ai absolument aucun lien avec la technologie. Mais comme tu disais, voilà, nous c'est parti aussi d'un constat. Donc je travaille sur les crimes de guerre, évidemment les crimes de guerre et la question des violences sexuelles dans les conflits et dans les zones fragiles. Et j'ai constaté sur le terrain partout que les victimes n'avaient pas accès aux services ou qu'elles n'y allaient pas pour des raisons diverses et variées, sécurité, trauma, etc. comme on sait. Et surtout aussi qu'on n'avait pas d'idée du nombre de victimes. Alors, il s'avère qu'on parle beaucoup du viol de guerre aujourd'hui, notamment avec le prix Nobel de la paix de Mukwege avec lequel on travaille. Mais il y a des chiffres qui sortent un peu de partout et en fait qui sont basés sur rien. Donc je trouve que la technologie aussi, ça peut être un outil en termes de fiabilité de données. Donc nous, on a créé le backup. Voilà, ça que je voulais dire peut-être par rapport aux autres, c'est que nous, on est tout petit. Et on est au tout début. Donc on a développé un MVP avec l'appui du programme SHAREit à Station F, ici pendant il y a un an et demi peut-être, je ne sais plus. Et avec le soutien de la direction de l'innovation de l'AFD, on est en train de mettre en place une phase pilote dans plusieurs pays. Mais on n'a pas encore beaucoup de données, etc. On est au tout début. Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de voir comment la technologie, elle pouvait répondre effectivement à des besoins sur des terrains fragiles. Il y a aussi la question des réfugiés et des migrants sur lesquels on veut aller, parce qu'on travaille sur les violences sexuelles dans les conflits et dans les zones fragiles. Et l'outil, donc, il y a une web application qui est très très simple. Pour les victimes, elles s'identifient, elles répondent à un questionnaire très très court et on peut les localiser. Et donc de l'autre côté, on met en place un service. Donc on travaille au niveau institutionnel dans certains pays, dans d'autres pays évidemment on ne travaille pas avec les gouvernements pour des raisons un peu évidentes. Et on met en place ce service qui vient auprès de la victime. Et il y a une autre entrée qui permet à n'importe quel tiers, notamment des journalistes, notamment des avocats, etc., de soit signaler des victimes, soit de nous fournir des documents. Après, je finis très vite. Et ensuite, toutes ces informations sont uniformisées et sont sécurisées dans un back-office qui, comme je disais tout à l'heure, ensuite permet d'analyser ces données. Et peut-être qu'on reviendra là-dessus et tout, mais aujourd'hui, on a énormément de données. D'abord, la question, c'est qu'on ne sait pas si elles sont fiables, parce que nous, on a les alertes en temps réel. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données. Et j'ai trouvé intéressant ce que tu disais, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise et dans quel but. Voilà. Merci beaucoup. Collecte, stockage, traitement des données et parfois offre de services. C'est un peu vous aussi ce que vous faites, Monsieur Lhomme, avec Nunki. Et là aussi, vous avez 2 minutes pour présenter votre solution. Oui, exactement. Donc, effectivement, nous, on analyse des données, donc des grands sets de données en temps réel provenant donc des réseaux sociaux, du web ou d'autres sources de données qui peuvent être plus propriétaires, dans la perspective de détecter des signaux faibles, des signes avant-coureurs d'événements qui sont négatifs. Donc ça va être des attentats, des catastrophes naturelles, des accidents majeurs, etc. Des événements qui sont par nature imprévisibles et qui peuvent avoir un impact fort pour l'activité de nos clients. Donc dans les opportunités, nous, notre vision, c'est qu'on vit mieux dans un monde bien informé, que ce soit au niveau des citoyens ou que ce soit même au niveau des décideurs, que ce soit des décideurs dans le monde du privé ou dans le monde du public.
et que on peut mieux se préparer à des crises majeures quand on sait ce qui peut nous tomber dessus demain. Donc très clairement, c'est ce qu'on se propose de faire. On travaille notamment avec des collectivités pour permettre aux services de secours d'anticiper la survenue de catastrophes naturelles, en faisant de la prédiction sur ce qui peut se passer en termes de feux de forêt, d'inondations, etc. Pour les aider à détecter plus rapidement et à mieux qualifier les événements qui peuvent arriver sur leur territoire. Et enfin, mieux communiquer, mieux gérer la crise une fois qu'elle est survenue et une fois que tout ça est arrivé. Voilà, dans les opportunités, on pense vraiment que la transmission de l'information, lorsqu'elle est bien réalisée, lorsque l'information est évidemment réelle, ça peut aider. On parle aussi de paix, donc sur une échelle plus internationale, sur les questions de crise internationale. Voilà, c'est très important de savoir exactement qui a fait quoi, parce qu'on peut vite se retrouver au bord de crises très très graves simplement parce qu'on interprète des signaux ou parce qu'on n'a pas forcément les bonnes informations. Donc le plus d'informations on a, le mieux on est informé, le meilleur les décisions sont en réalité. Voilà, et en termes de menaces, on en voit deux principales. La première étant évidemment le sujet des fake news, qui est un vrai sujet qui nous anime aussi. Et la deuxième, c'est sur la souveraineté, non pas cette fois-ci forcément des données, mais sur la souveraineté des technologies qui analysent ces données, dont on ne parle jamais et qui est un vrai sujet. Je pense que M. Benamou... Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, et voilà, donc deux menaces majeures dont on parle beaucoup des fake news, c'est vrai. On fait peu de choses contre, on en parle beaucoup, on fait peu de choses, mais en revanche, on parle assez peu de la souveraineté des technologies qui analysent ces données et on trouve ça dommage. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous quatre d'avoir gardé le chrono. Et je pense qu'on aura... RSF fait des choses. Comme c'est pas moi qui suis un speaker, je vais éviter de faire mon auto-promo. Mais on aura l'occasion très certainement d'en parler. Comme je disais, toutes ces solutions, on les voit et il y a des super solutions. Merci pour vos présentations. Ça a aussi amené deux autres enjeux. Comment est-ce qu'on régule, et on sait comment le cadre de la régulation peut avoir des impacts sur la capacité d'innovation et sur la capacité d'avoir de nouveaux services. Et celui de l'enjeu de la souveraineté, on aura l'occasion d'y revenir. Olivier Mater, j'ai perdu et je l'ai en anglais sous les yeux, donc je ne vais pas y arriver, mais le contrôleur européen pour les données personnelles, de la protection des données, pardon. Qu'est-ce que ces différentes présentations vous inspirent et comment vous, en tant que régulateur européen, vous positionnez par rapport à tout ça? Alors, moi, je commencerai par dire Big Data, c'est menace et opportunité, mais je crois que ça reflète un petit peu aussi votre propos. Ce sera difficile de réagir peut-être dans le détail sur les impacts des différents projets sur la protection des données. Je ne les connais pas suffisamment, mais du point de vue du régulateur et de façon globale, le Big Data, évidemment, c'est une réalité qui est extrêmement tangible, qui est extrêmement présente. Le Big Data, ça signifie qu'on est plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui. Ça a été évalué à 8% du PIB européen, le Big Data pour cette année. Les données sont évidemment partout. Elles sont dans vos ordinateurs, vos téléphones, vos montres, vos lunettes, bientôt dans des puces RFID qu'on pourrait mettre sous la peau. On développe évidemment des algorithmes qui reconnaissent la voix, les images, les visages. Et donc le potentiel du Big Data, il est absolument immense et ce sont des opportunités qu'il faut absolument saisir et qu'il faut développer. Je prendrai simplement un exemple de ces opportunités, mais c'est un programme qui a été développé en Inde sur la base de la reconnaissance faciale qui a permis en 4 jours de test de retrouver 3000 enfants qui étaient disparus simplement en allant dans les orphelinats en Inde et d'utiliser ces systèmes de reconnaissance faciale. Donc en 4 jours, on a retrouvé 3000 enfants qui avaient disparu. Ceci, c'est le côté opportunité. Ensuite, du point de vue du régulateur, évidemment, il y a besoin de mener une réflexion éthique sur l'usage qui est fait de nos données. Et un des messages que nous passons très régulièrement, c'est que tout ce qui est techniquement possible, tout ce qui est technologiquement faisable, n'est pas forcément légal et souhaitable du point de vue politique pour nos sociétés, au sens de ce que nous souhaitons de faire de notre société. Et un des principes aussi essentiels de la protection des données, c'est que l'innovation, la technologie doit toujours être au service de l'humain, et ça ne doit pas être l'inverse.
Alors évidemment, nous, ce que nous constatons en tant que régulateurs, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Je peux mentionner évidemment les révélations d'Edward Snowden en 2013 sur les programmes de surveillance généralisés par les agences de renseignement. Je peux aussi développer sur une autre notion qui est celle qui est développée par Shoshana Zuboff, qui est une universitaire américaine qui s'appelle le capitalisme de surveillance, qui développe en quoi des entreprises privées en fait utilisent des services qui sont présentés comme gratuits pour collecter un maximum de données personnelles qui sont ensuite analysées et qui sont monnayées, monétisées pour des profits assez faramineux de ces entreprises. Il y a également aussi une course pour l'attention, pour notre attention en tant qu'individu sur le temps que nous passons sur Internet. Vous avez peut-être vu, s'agissant de vos emails sur les smartphones, lorsque nous les chargeons, c'est exactement le même principe que la machine à sous. Tout ça pour qu'on y revienne le plus possible. Idem sur YouTube, on a tous envie d'aller voir une vidéo et puis on termine au bout d'une heure en se demandant mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette heure-là, parce qu'effectivement les algorithmes sont bien faits. Évidemment, ça a été mentionné, il y a également des algorithmes qui favorisent certains types de contenus, qui sont souvent les contenus les plus provocateurs, parfois extrêmes, et qui créent des phénomènes de bulles de filtre, où on reçoit le contenu finalement qui est le plus extrême et qui nous ressemble, et ce qui peut évidemment poser des dangers graves pour la démocratie. Donc nous, en tant que régulateurs, ce qu'on essaie de faire, c'est de replacer l'individu au centre de ces développements technologiques et de promouvoir l'application des principes essentiels qui existent quasiment depuis les années 70 en matière de protection des données, qui sont des principes de licéité, de loyauté, de transparence, de limitation des finalités. Je passe très vite, on pourra développer si vous le souhaitez. Principe aussi de minimisation des données. Je m'arrête peut-être une seconde sur celui-ci. Il peut paraître étrange quand on parle de big data. La minimisation des données, ça ne veut pas dire avoir peu de données. Ça veut dire avoir le minimum de données nécessaires pour atteindre les finalités qui sont poursuivies par le traitement de données. Voilà, donc ça, ce sont des principes qui sont essentiels, et ils sont évidemment essentiels dans le domaine de la paix, dans le domaine humanitaire, parce que souvent les données sont extrêmement sensibles, et souvent c'est la sécurité des employés, c'est la sécurité des bénéficiaires qui va dépendre des mesures qui vont être prises. Donc à ce titre-là, évidemment, il y a beaucoup de process qui doivent être mis en place. C'est le but de ces nouvelles réglementations, comme le règlement général sur la protection des données. Il faut intégrer un principe de prise en compte de la vie privée dès la conception, principe de vie privée par défaut, faire des analyses d'impact sur la vie privée, éventuellement mettre en place des délégués à la protection des données, tenir des registres des traitements de données à caractère personnel, avoir des procédures pour les failles de sécurité. Il faut aussi tenir compte, et ça on en a parfaitement conscience en tant que régulateur, des spécificités qui sont liées à l'activité humanitaire, à certaines activités développées et que vous avez très clairement présentées. Par exemple, j'irai pas très loin dans le détail, mais souvent le consentement de l'individu, c'est pas ce qui est fondamental. Souvent, on va davantage regarder si effectivement le projet poursuivi, il est dans l'intérêt vital de la personne concernée, s'il poursuit un intérêt public. Parce que très souvent, notamment en matière de big data, le consentement, il cadre mal. On n'a jamais quasiment affaire à la personne concernée. En matière de transparence aussi, je donnerai aussi un exemple. S'agissant des drones qui sont utilisés sur le terrain, il y a un principe d'information de transparence. Donc les personnes concernées devraient être informées. C'est quasiment infaisable en pratique. Donc il faut trouver d'autres moyens de le faire, comme par exemple un affichage dans certains lieux publics, des annonces par la radio, etc. C'est peut-être pas parfait, mais c'est tout de même des efforts qui sont faits pour effectivement être le plus transparent possible et prendre en compte quand même les contraintes liées à certains types de manifestations. Du point de vue des autorités de protection des données, nous faisons également beaucoup. Et la seule chose que je mentionnerai, c'est qu'effectivement, il nous appartient d'indiquer aux différentes parties prenantes, aux ONG, aux startups, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et j'ai mentionné tout à l'heure le développement d'un manuel sur la protection des données dans le cadre humanitaire. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Une première version est déjà disponible. Ça a été fait notamment avec le CICR et qui évoque les grands principes, mais qui évoque aussi les drones, les transferts de cash, le cloud,
On est en train de travailler aujourd'hui sur une deuxième version de ce manuel qui va intégrer les questions relatives à la blockchain, à l'identité numérique, à l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, je crois que, en tout cas, la démarche de mise en conformité, elle est importante pour recréer une confiance entre les différents acteurs et que ce soit du gagnant-gagnant. Et je m'interromps là. Merci beaucoup. Encore une fois, désolé de vous interrompre. Cette question de la confiance, on la retrouve aussi dans la souveraineté du numérique. On la retrouve, oui. Je vous en prie. Je vous en prie. On la retrouve, et je dirais, c'est le cœur de tout. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une crise globale, on dit systémique dans ces cas-là, de confiance, suite justement aux différents scandales. Vous parliez effectivement de Snowden. Plus récemment, l'affaire Cambridge Analytica, qui a montré à quel point on pouvait manipuler un scrutin dans une élection démocratique, ce qui n'est pas rien pour la première puissance du monde, et ce qui doit nous concerner, nous, Européens, pour les élections à venir, bien sûr. Et je crois que, étrangement, l'Europe, qui, il faut le dire, il faut analyser lucidement nos failles, a manqué avec constance l'essentiel des grands virages de l'Internet ces dernières années. Et je le dis d'autant plus que je suis un militant européen, que j'ai été l'organisateur de la première ministérielle européenne sur l'Internet des objets en 2008, donc il y a plus de 10 ans. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous citiez tout à l'heure les acronymes, sans les citer, GAFAM, BATX, NATU, enfin bon, pour tous les acronymes donc, connus, GAFA on connaît, ou GAFAM, NATU c'est les suivants, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, et BATX c'est les Chinois, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, auxquels on pourrait rajouter Huawei ou ByteDance maintenant pour les plus récents. Globalement, il n'y a pas de lettre européenne dans ces acronymes. C'est une anomalie, ce n'est pas simplement un hasard, ce n'est pas malencontreux. Nous n'existons pas au niveau de ces technologies européennes. Et quand, effectivement, des crises comme celle dont nous parlions, avec Snowden d'abord, puis après Cambridge Analytica arrivent, on se rend compte que c'est justement parce qu'on a laissé dériver ces technologies. Tout à l'heure, monsieur citait l'excellent livre de Shoshana Zuboff, qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance », qui dit que globalement, aujourd'hui, il n'est plus question de recueillir de la donnée pour effectivement orienter un acte d'achat, ce qui s'appelle de la publicité, pour dire les choses. Non, il s'agit de manipuler les opinions publiques, jusque dans leurs comportements les plus intimes, pour faire en sorte de modeler un comportement. Ça, c'est la version américaine dévoyée. Et de l'autre côté, vous avez une vision orwellienne qui s'appelle le crédit social en Chine, où chaque citoyen chinois, depuis cette année maintenant, ça a été mis en place progressivement et maintenant ça va se déployer pour l'ensemble des citoyens, chaque citoyen chinois est noté sur 3 chiffres. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous déplaisez pour des raisons idéologiques, sociales, culturelles, religieuses, sexuelles, enfin tout, votre note diminue. Et au-dessous d'un certain seuil, vous n'avez plus accès au crédit, vous n'avez plus accès à des promotions dans le cadre de votre travail, vous n'avez plus accès au voyage. Et vous avez des dizaines de millions maintenant de personnes qui sont empêchées de voyager en Chine à cause du crédit social. Et donc vous avez cette double tenaille, comme dirait justement une personne issue de la Normandie, Madame la sénatrice Morin-Desailly, qui parle effectivement du risque pour l'Europe de devenir une colonie numérique de 2 continents. On parle dans ce cas-là de tenaille sino-américaine. Nous, Européens, avons à nous préoccuper du devenir de ces technologies. Nous ne l'avons pas fait assez efficacement. Tout à l'heure, monsieur évoquait le fait qu'il y a un besoin de souveraineté, pas simplement sur la data, et Dieu sait qu'il est important aujourd'hui de parler de la souveraineté sur la data, mais aussi effectivement sur les technologies. N'ayant pas de grands acteurs à rajouter, vous savez, à GAFA ou à NATU, nous ne sommes pas en mesure de faire pièce aux grandes sociétés dans ces domaines. Quand Facebook manipule les opinions aussi éhontément qu'on a pu les voir le faire ces dernières années et réclame de pouvoir recevoir des paiements pour des publicités qui sont à l'évidence mensongères dans le domaine politique, comme ils l'ont encore fait il y a quelques jours, c'est tout récent, là on a un grave danger pour la paix au sens paix civile. On le voit tout à l'heure pour ceux d'entre vous qui sont passionnés par les débats sur l'impeachment aux États-Unis, on voyait effectivement ces débats où on voit un pays fracturé en deux avec des blocs d'à peu près égal volume qui se font face et qui effectivement ne se parlent absolument plus. Tout à l'heure, vous parliez des risques de bulles informationnelles, c'est-à-dire en gros de radicalisation. Moi, je serais pas aussi... j'irai plus loin.
une excellente sociologue que je vous conseille, Zeynep Tufekci, une sociologue turque, a eu l'occasion d'écrire là-dessus que les algorithmes de Google, en l'occurrence de YouTube pour ce qui est de la vidéo, favorisaient la radicalisation, y compris radicalisation extrême. Pourquoi ? Parce que plus quelque chose est hard, plus une vidéo est hard, plus les gens restent collés dessus. Et plus ils restent collés dessus, plus ils consomment de la publicité et plus ils rapportent à Google. Donc par définition, je ne dirais pas qu'il y a une complicité, mais il y a une convergence d'intérêts entre ces plateformes et des comportements effectivement radicaux, de polarisation, comme on le disait avant, ou de radicalisation, comme on dit maintenant, qui sont extrêmement dangereux. Et je terminerai, puisque je ne vais pas être trop long, je terminerai en rappelant un propos justement d'une personne de la Commission européenne, M. Paul Nemitz, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, et qui lors d'une interview parlait du fait que, vous savez, dans les années 70-80, l'Europe a été l'une des premières à parler de développement durable et effectivement d'écologie. Et au départ, avec beaucoup de scepticisme de la part des acteurs économiques qui disaient globalement tout ça va freiner le développement, etc. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est nécessaire et absolument essentiel que de développer justement une activité économique basée sur le développement durable. Et il disait la même chose devra venir d'Europe pour ce qui est de la protection de la donnée. C'est-à-dire que la protection de la donnée, ça peut être la manière pour l'Europe de se singulariser, mais aussi de créer un développement durable d'un point de vue technologique et humain autour de ces technologies. Parce que pour l'instant, nous subissons ces technologies, nous ne les orientons pas, et parce que nous les subissons, nous sommes obligés de subir le diktat, comme ceux d'entre nous qui avons lu un certain Lawrence Lessig, du code. Parce que le code crée la loi, c'est ce que dit code is law, c'est ce que dit Lawrence Lessig. Eh bien, il nous faut établir ce code pour nous, Européens, parce que je crois réellement que ce qui s'est produit ces derniers mois est une opportunité de rebond avant, effectivement, une crise dans laquelle, effectivement, tout à l'heure, il était question de la reconnaissance faciale. Les 3000 enfants qui avaient pu être reconnus. Moi, je lisais hier un article du New York Times qui m'a fait frémir sur le fait que toutes les images des réseaux sociaux allaient pouvoir être utilisées pour la reconnaissance faciale par n'importe qui. Et là, la personne, le professeur de Stanford qui était interviewé, disait « on est foutu si on n'a pas une loi qui vient un peu réguler tout ça ». Et donc, vous voyez, et c'est véritablement ça. Nous, Européens, qui sommes porteurs de valeurs, de principes sur la protection des libertés, qui ont été maintenant et qui sont maintenant jalousés par le monde entier. Joe Biden, dans son interview du New York Times, disait « il faut qu'on s'inspire des Européens dans ce qu'ils ont fait sur la protection des données ». Et c'est vrai de beaucoup. Il nous faut, nous, être capables de créer ces sociétés éthiques, ces sociétés qui prennent en compte ces principes, ces valeurs, pour développer une alternative. Et je pense, et on est quelques-uns à le penser, que c'est un outil et un avantage concurrentiel pour les temps qui viennent, plus qu'un frein, comme très souvent on a jugé que la CNIL, je ne résiste pas. Il y a quelques années, je me souviens très rapidement d'une journée qu'on appelle la journée des ambassadeurs, où la France réunit ensemble ses ambassadeurs, un industriel, dont je ne citerai pas le nom par charité, qui avait dit à la patronne de la CNIL, Madame Falque-Pierrotin à l'époque, qui avait dit, mais c'est pas possible, c'était avant Snowden, je précise, c'est pas possible, la CNIL est devenue un ennemi de la République. Vous imaginez la couleur de Madame Falque-Pierrotin qui change et qui demande évidemment un droit de réponse. Par définition, aujourd'hui, non seulement la protection, c'est l'allié des libertés, mais je dirais ce peut être une fantastique opportunité de rebond pour l'Europe face justement à cette tenaille que nous devons à tout prix conjurer, cette tenaille sino-américaine sur les grands acteurs des technologies. Est-ce qu'on est encore, selon vous, une petite question pour vous deux, messieurs, avant de repasser sur les projets et d'avoir la réaction de tout le monde. On a souvent eu l'habitude de dire les Américains créent, les Chinois copient, les Européens régulent. Maintenant, c'est plus vrai avec des initiatives comme Station AF, avec tout l'écosystème des startups, des porteurs de projets qu'on a en France. On voit que l'Europe commence vraiment à scaler. Là encore, je suis libéré de tout devoir de réserve. Donc moi, je peux parler en toute liberté. Je pense que l'Europe, et je vous l'ai dit, ayant été négociateur européen, expert auprès de la Commission à plusieurs reprises sur ces questions, l'Europe n'a pas su comprendre des choses que les Américains ont compris très tôt, à savoir qu'on ne pouvait pas faire des choses aussi rapides et évolutives avec des entreprises plus que centenaires. Il nous faut favoriser les petites structures, c'est d'où l'intérêt de vous tous, mesdames et messieurs, parce que malheureusement, dans ces domaines, les entreprises américaines les plus puissantes sont nées il y a quelques décennies au mieux, 20, 25, 30 ans, un peu plus pour Apple, mais enfin, en gros,
ce sont des entreprises récentes. Les entreprises les entreprises qui ont une taille importante en Europe sont plus que centenaires. En Allemagne, c'est parfois pluricentenaire. Donc il nous faut comprendre que là-dessus, avoir des startups, c'est bien. Avoir des licornes, c'est mieux. Avoir des GAFAM, des Natu ou des BATX, c'est encore mieux. Et je pense que nous n'avons pas en Europe le chemin de croissance que nous devrions avoir. Je vous invite tous à regarder le schéma, l'infographie remarquable du Wall Street Journal qui s'appelle The Billion Startup Club. Alors pour ceux d'entre vous que la chose intéresse, Billion Startup Club, la place de l'Europe est désespérante. C'est-à-dire que nous n'existons pas. Il nous faut comprendre ça. Et donc les startups existent, malheureusement, elles croissent en partant à l'étranger. Et ça, l'Europe là-dessus, au travers de ses programmes de financement, ce que n'osera pas dire mon voisin, parce qu'il aura peut-être un devoir de modération par rapport à ça, l'Europe là-dessus a financé des projets sans jamais être capable, effectivement, de créer ces grandes sociétés, alors même que nous avons les meilleurs talents, les meilleures technologies. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le web a été inventé en Europe, au CERN à Genève, par un Européen britannique à l'époque, Sir Tim Berners-Lee. L'Internet a été inventé sur des technologies françaises. Peu de gens le savent. Louis Pouzin a été récompensé par la reine d'Angleterre pour ses travaux fondamentaux à la création de l'Internet. C'est totalement anormal qu'il soit inconnu. Tim Berners-Lee est un héros britannique. Sir Tim Berners-Lee, anobli par la reine, est un héros britannique. Louis Pouzin est un inconnu pour le grand public. Merci beaucoup, Monsieur Benamou. Monsieur Mater, j'ai vu que Céline Bardet réagissait, donc peut-être une petite réaction de votre part, et puis ensuite on... Une rapide réaction, et je crois que ça a déjà été dit en partie, mais moi il y a deux idées que je combats énormément. La première idée, ce serait que la protection des données, c'est un ennemi de l'innovation. Non, c'est un ennemi de l'innovation sauvage et complètement dérégulée, peut-être, mais l'idée c'est de faire émerger un point d'équilibre. C'est ce que je mentionnais au départ, entre des projets qui sont innovants, qui sont fondamentaux pour nos sociétés, parce que ce sont des opportunités majeures, et effectivement, il faut, dans le même temps, réussir à faire ça dans le souci des droits fondamentaux des individus, et notamment de leur vie privée. La deuxième idée que j'essaie de combattre, ce serait celle que la protection des données serait une idée européenne. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on le voit, l'Europe a été peut-être en tête de pont avec le RGPD, mais aujourd'hui, les géants de l'Internet sont les premiers à demander une réglementation également. Et aux États-Unis, il y a énormément de développement. Il y a aujourd'hui 115 lois de protection de données dans le monde. Il y a des développements en Chine, etc. Donc il y a une demande qui est globale. Et effectivement, le RGPD, aujourd'hui, sert de modèle justement pour la protection des données dans le cadre des nouvelles technologies. Merci beaucoup. Céline, j'ai vu que vous réagissiez aux paroles. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux mondes quand on parle des GAFA et puis de vos préoccupations. Vous parlez d'éthique, vous gérez des données peut-être les plus personnelles qu'il peut y avoir. Comment est-ce que vous abordez cette problématique? Et puis, Caroline, j'imagine que ce sera aussi quelque chose sur lequel vous pouvez rebondir. Ouais, très vite. Encore une fois, nous, on est sur une phase pilote, donc on réfléchit beaucoup à ça. Mais par exemple, la question de la protection, et je pense que c'est super important de dire, bah oui, c'est pas l'ennemi de la technologie, en fait, c'est fondamental. Non, mais je sais pas ce que vous avez dit, mais voilà. Bien sûr. Après, et après, je réagissais juste parce que j'ai vu l'article sur les Billion Startup Club, mais d'un coup, je me disais, je sais pas, est-ce que c'est un objectif de société d'être dans le Billion Startup Club? Nous, on est complètement dans autre chose. Enfin voilà, on travaille sur les conflits. Non, mais je sais pas non plus ce que vous avez dit, mais on travaille sur les zones de conflit, etc. Donc effectivement, il y a aussi la question de la sécurité. Et nous, en l'occurrence, on a un système d'alerte en temps réel. Et ensuite, justement, c'est pas une application, tout disparaît du device, je sais pas comment on dit. Voilà, mais il y a la question aussi de l'encryptement des données. Il y a la question aussi après, même dans les clouds, une fois que c'est sécurisé, des attaques de sécurité. Nous, quand on a des témoignages, des informations qui sont médicales, etc., évidemment, concernant les violences sexuelles, on peut imaginer, mais aussi des informations sur les potentiels auteurs de crimes.
C'est évidemment des informations qui sont pas, enfin, que tout le monde n'a pas envie qu'on ait. Donc il y a aussi ces questions-là. Mais voilà, ma réaction. Sur ce lien entre régulation et capacité d'innovation, si je ne fais pas d'erreur, vos données sont stockées au Luxembourg. Oui, voilà. Peut-être que vous pourriez nous dire un petit mot là-dessus. Oui, voilà. En fait, pour l'instant, on a une partie qui est sur Cloud avec Evercloud en France à travers Chirit. C'est comme ça qu'on a commencé. L'idée, c'est que ça soit le cloud, pardon, est au Luxembourg. Et la raison à cela, c'est qu'on avait le choix entre ou le Luxembourg ou la Suisse, parce que ce sont les seuls deux pays dans lesquels il n'y a pas de possibilité d'intervention entre guillemets gouvernementale en termes législatifs. C'est-à-dire, par exemple, en France, pour des raisons la loi antiterroriste sur l'enseignement peut permettre d'accéder à des clouds et à des données. Mais je veux bien que vous corrigiez. Donc voilà, donc c'est aussi pour nous une façon de... Monsieur doit être plus juriste que moi, mais non, j'allais dire, un point important, et qui est encore contentieux entre les États-Unis et l'Europe, c'est ce qu'on appelle le Cloud Act, c'est-à-dire la capacité pour la justice américaine de se saisir des données personnelles des individus, même quand ils sont en Europe ou dans d'autres pays du monde. Et donc cette extraterritorialité, comme on l'appelle dans ces métiers, je pense, ça m'étonnerait que ça ne se pose pas aussi pour le Luxembourg. Mais je veux dire, il y a très peu de pays qui effectivement peuvent s'opposer là-dessus quand on utilise... Je vais parler de l'actualité récente pour la France. Quand Microsoft obtient la gestion du Health Data Hub, donc ce gigantesque système de stockage des données de santé des Français, c'est un problème de souveraineté évidente sur des données ultra sensibles, y compris bientôt peut-être génomiques, donc génétiques. Et d'autre part, c'est la perte d'opportunité de développer des savoir-faire essentiels dans notre écosystème européen autour de ces données. Donc oui, je pense que on peut prendre des mesures de sécurité, mais il ne faut pas non plus être dupe du fait que, pour des raisons X ou Y, des entités internationales, soit dans le renseignement, soit dans les gouvernements et leur justice, peuvent être amenées effectivement à s'en saisir. D'où l'importance pour nous, Européens, justement, de développer nos propres acteurs et ne pas être dépendants de solutions qui soient offshore. Merci. Non, mais d'une phrase, si je veux dire une chose, c'est que là, ce que je trouve très intéressant quand vous parliez des deux mondes, c'est que, en plus, moi, pour le coup, je suis juriste, mais c'est intéressant aussi la rencontre des deux mondes. Genre, le fait que la technologie, elle se développe dans le monde humanitaire, moi, j'aime ce mot développement, et aussi de bien comprendre et de pouvoir maîtriser tous ces enjeux-là. Nous, on travaille avec une boîte qui est spécialisée là-dessus. Donc, je trouve que la rencontre aussi de ça, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas tous les... elle est très intéressante et c'est là aussi où il y a une opportunité parce que, encore une fois, la technologie, elle permet plein de choses qui sont extrêmement utiles. C'est pour ça que je réagissais. Sur à un moment, quand on parle d'identifier des victimes de viol de guerre ou d'autres choses, mais qui sont vitales pour des personnes, mais en même temps, comment on fait pour être sûr qu'on a la bonne technologie, être sûr qu'on protège les choses, être sûr qu'on a la bonne sécurité quand il s'agit. Donc ça, c'est un débat, voilà, on ne va pas développer là-dessus, mais je trouve que c'est très intéressant la rencontre et de discuter de tout ça. Caroline, l'arrivée de la technologie dans une ONG comme Action contre la faim, ça a été facile, à un moment ça s'est imposé. Quel défi vous avez rencontré dans le développement de vos différentes solutions ? Ah oui. Non, Grosse question. Alors, non, en tout cas, si on prend peut-être le projet sur lequel j'ai fait la présentation au départ, ou même d'ailleurs, parce que nous, ayant un siège basé en France, donc on est soumis donc à la réglementation du RGPD. Et c'est vrai qu'au départ, on l'a plutôt vu comme une contrainte. On va pas se mentir sur le moment. On s'est dit, quand même, ça va être compliqué parce qu'effectivement, il y a la question du consentement. Alors, au fin fond du Burkina Faso, d'avoir un consentement, de le garder, comment on va faire, etc. Et puis, bon, à un moment, on est passé ce stade d'être un peu perdu aussi, il faut dire. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que ça sous-entend concrètement. Et puis après, donc, on a travaillé avec d'autres aussi ONG pour se mettre ensemble et travailler avec des juristes pour déjà nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Je pense qu'en fait, on ne savait pas vraiment concrètement qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ensuite,
en fait, on s'est rendu compte aussi, on a travaillé notamment avec Epicentre, je ne sais pas si... Voilà, et que finalement, c'était quelque chose qui avait attrait à ce que vous avez très bien expliqué tout à l'heure, aux droits fondamentaux de la personne. Et oui, une maman qui habite au fin fond du Burkina, elle a le droit de savoir que sa donnée qu'on utilise pour son petit garçon, elle va être analysée et que potentiellement, on va travailler sur une modélisation des épidémies parce qu'on se rend compte que quand il y a une apparition de fièvre, etc. Voilà. Donc finalement, c'est ce qu'on fait quand on fait des projets de recherche. On est obligé de demander le consentement et tout ça. Et là, donc, on avait commencé à discuter avec d'autres qui mettent ça en place. Et peut-être que ça peut être juste quand on fait la consultation, de juste lire un petit 3 lignes en disant, bah voilà, vos données vont être enregistrées et vont permettre une analyse, etc. Et puis, finalement, c'est comme vous dites, la démarche de conformité. C'est peut-être pas forcément de garder le consentement quelque part et de le stocker, enfin de se mettre des ambitions extrêmement contraignantes, mais c'est à minima d'avoir une démarche éthique et puis voilà, respectueuse de la personne parce qu'à un moment, on garde quand même sa donnée. Donc, en tout cas, je suis très, très contente de savoir que vous travaillez sur un guide, voilà, avec le CICR, parce que je pense que ça va vraiment nous aider, parce que concrètement, une fois qu'on a envie de le faire, il faut quand même opérationnaliser ça, et c'est pas simple. Voilà, donc ça demande même beaucoup d'investissement financier. Voilà. On reste quand même dans toujours, et je suis très content, et je pense qu'il y a eu un très bel effort de la part de l'organisation pour trouver des projets à impact vraiment très positif, de la part d'ONG, mais aussi d'entreprises à but très 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 lucratif, j'en doute pas. Célène, vous avez une perspective peut-être qui serait intéressante d'avoir. Votre maison mère est basée à San Francisco. On a un peu parlé de San Francisco, de la Bay Area et de ces grands milliardaires. Comment est-ce que vous, une entreprise américaine qui vient en Europe et qui vient s'installer, comment est-ce que vous gérez cette arrivée dans un contexte réglementaire bien éloigné, même si en effet la Californie, je crois, a été un des premiers États aux États-Unis sur les données personnelles. Comment est-ce que ça s'aborde quand on est une entreprise américaine ? Bon, c'est une excellente question, mais la façon que Zenasys travaille, c'est que nous, on va appuyer les pays qu'on travaille. Alors le but dans le futur, c'est vraiment de gérer toutes les opérations, mais en ce qui concerne le travail, on travaille directement avec les pays. Je vais vous donner quelques exemples. La première chose qu'on fait, c'est qu'avant de commencer des projets, on doit vraiment faire une recherche sur les lois des pays qu'on travaille concernant la confidentialité des données. Par exemple, la loi du Rwanda est tellement différente de celui de la Zambie. Alors ça, c'est quelque chose de primordial parce que pour certains pays, on peut gérer toutes les données au niveau des web servers, mais par contre, pour d'autres pays comme le Rwanda, là, toutes les données doivent vraiment être storées au niveau interne. Et je pense, bon, comme on ne gère pas vraiment les projets au niveau de la France, c'est plus au fait de gérer les opérations. Mais je pense qu'au niveau éthique, je pense quelques observations de notre part, c'est que quand on va signer les contrats avec les gouvernements, en parallèle, on va aussi signer un contrat sur ce qui est vraiment confidentialité des données. Et après, une deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est l'accès sur la plateforme. À notre niveau, ce n'est pas Zenasys qui va donner l'accès, c'est vraiment les gouvernements. On va juste faire au début du projet ce qui est vraiment maintenance, mais l'accès est vraiment contrôlé par les gouvernements. Parce que dans certaines plateformes, on a quand même les données individuelles des patients, et ça, c'est impossible de gérer à notre niveau. Et c'est vraiment notre client, nos partenaires qui vont gérer tout ça. Mais je n'ai pas vraiment répondu à votre question. Le truc, c'est que j'ai l'habitude. on gère que les opérations maintenant à travers la France. Ce n'est pas vraiment les projets. Les projets sont spécifiques au pays. Et du coup, j'imagine que chaque cadre a ses contraintes et que vous devez jongler. Absolument, absolument. Mais je pense que quelque chose qu'on mise, c'est vraiment la durabilité des projets. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui tient à cœur les grands bailleurs aussi, parce que les projets doivent vraiment être durables. Bien entendu. Quentin, je vais finir par vous, et je regarde juste monsieur l'organisateur, il nous reste combien au niveau timing? On est bon? Très serré, d'accord, on va accélérer. Quentin, on a un peu parlé de consentement.
Vous allez chercher des données qui sont dans le public. Comment est-ce que ce cadre régulatoire vous impacte ou pas? Et est-ce que vous aimeriez en voir plus ou en moins? Ok, donc en 2 mots, nous effectivement, on va chercher des données qui sont publiques, donc qui sont ouvertes à tous, etc. Là où ça nous impacte et là où effectivement le côté éthique est très important, c'est qu'on peut avoir des données qui permettent d'identifier des individus, notamment des individus présents dans des manifestations, sur des zones de crise. Et on fait très attention et on travaille activement à enlever ces informations, à identifier déjà que ce sont des informations qui permettent d'identifier des individus pour ensuite les retirer by design de la plateforme et de l'output envoyé à nos clients. Voilà. Après, nous, effectivement, finalement, on ne possède pas de données. Nous, on est, je dirais, qu'un passe-plat. On va récupérer des données d'un côté, on va les analyser, et puis on va les transférer à des clients, mais rien n'est stocké au sens où le RGPD peut l'entendre, puisque finalement les seules données qu'on stocke, ce sont des données qui sont des données assez standards sur le mot de passe, enfin pas le mot de passe, mais l'email de notre utilisateur, etc. Donc c'est rien de très important. On n'est pas hyper impacté sur ces sujets-là. Étonnamment. Étonnamment. Étonnamment, ce sera le mot de la fin, j'ai l'impression. Non, merci infiniment. On va essayer quand même de prendre 3 questions. Merci beaucoup à vous tous. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien, et là je vais déroger à la règle de monsieur l'organisateur. J'aime bien prendre des questions par 2 et de façon paritaire, comme ça évite. Vu que le panel n'est pas hyper gender balanced. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 ou 3 questions pour conclure cette table ronde? Alors, monsieur et madame, ça fera 3. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche? On m'entend? On vous entend. Déjà, merci à tous. C'était très intéressant. Et on a beaucoup parlé du big data ce soir. Et je remercie monsieur Olivier Mater d'avoir parlé un peu de la minimisation des data. Et certains parlent aussi du small data. Et ma question s'oriente plutôt du côté humanitaire, donc plutôt du côté pour madame Antoine et madame Bardet. Je voulais savoir comment si vous arriviez à gérer aussi des projets mettant en place de la small data au niveau opérationnel dans certaines zones pour justement essayer d'être plus efficace, plus rapidement, au lieu d'avoir à gérer énormément de données, ce qui peut coûter très cher. Et étant donné que les organisations humanitaires doivent être le plus opérationnelles et efficientes possible, est-ce que voilà, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Excusez-moi, vu les réactions, small data, vous pourriez on sait pas ce que c'est. développer un tout petit peu? C'était ce dont parlait M. Olivier Mater, c'était le fait de, au lieu de mettre en place une collecte de données et d'attendre que cette base de données soit gigantesque et d'ensuite devoir payer des tiers pour les analyser, et souvent payer très cher, atteindre justement, fixer des paliers pour l'atteinte de certaines données afin de savoir, en ayant le moins de données possible, en les analysant le plus vite possible pour le moindre coût, comment être le plus efficient possible sur le terrain. Après, si c'est pas possible... Merci. Non, mais ça me permettra de rebondir sur un autre point. Monsieur, juste ici. Bonjour à tous, je me présente, je suis Ijan Sansa de la LIDFC, donc nous sommes une ONG. Et je vais poser une question en fait pour Olivier Mater, Bernard Benamou et Quentin Lhomme. Alors ça concernait en fait l'identité numérique, parce qu'à l'heure actuelle en fait on récolte des données, on stocke des données. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est grand temps que l'ensemble en fait des pays européens puissent mettre en place en fait une identité numérique à tous et le rendre obligatoire, et tout ça dans un cadre juridique? Donc voilà. Question très intéressante. On va prendre la dernière question. De madame qui était... Oui, merci. Bonjour, moi c'est Élise, je suis étudiante à Sciences Po en droit de l'homme. Et moi, ma question, c'était à propos de comment... Donc, il y a l'Afrique et beaucoup de pays dans lesquels vous travaillez n'ont pas l'accès à la technologie comme on l'a en France, et surtout pas au big data et d'autres choses comme ça. Et dans le développement ou dans l'humanitaire, on dit quand même que leur accès pourrait... il ne faudrait pas qu'on prive l'accès
aux populations qu'on essaie d'aider des technologies, parce que c'est quand même quelque chose qui peut leur aider à s'aider eux-mêmes, on va dire, et pas que la France vienne et qu'on les aide comme on fait tout le temps depuis des années. Donc c'était pour savoir comment est-ce que vous, dans vos actions qui sont incroyables dans ces pays qu'on aide, comment est-ce qu'on peut intégrer leur participation dans le côté data, dans le côté technologie, et pas que dans le côté vous profitez de nos technologies, comment est-ce qu'on peut vraiment les intégrer là-dedans? Merci beaucoup pour cette question. On va commencer par la première. Sur les small data, et on en avait discuté quand on avait préparé cette table ronde, pas des small data, mais de la fiabilité, de la qualité des données, jusqu'où on va dans la collecte des données et comment est-ce qu'on s'assure qu'on a bien les données dont on a besoin. Alors, en fait, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas ce concept, mais nous, globalement, on n'a jamais en fait, de big data. Hein. C'est très, très rare. Et là, c'est parce qu'il y a eu cette technologie qui a été mise à l'échelle. Mais en fait, le small data, c'est notre quotidien, c'est-à-dire d'avoir des données de programme qui sont dans des fichiers Excel, où on fait des tableaux croisés dynamiques pour regarder les indicateurs. Donc, en fait, on n'est pas tellement hyper 2.0, je ne sais pas c'est quoi le terme. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le quotidien. Et puis là, en fait, on se retrouve sur ce sujet-là. Et donc, effectivement, comme vous le dites, on travaille avec des data scientists parce que ça nous dépasse, évidemment. Mais voilà, du coup, en tout cas, pour la question de la small data. Céline, une réaction? D'une phrase, non, c'est vrai que je savais pas ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est non plus un tableau croisé dynamique. On fera une formation Excel après la table. Ouais. Non, vraiment. Non, mais après pour répondre à la question, non, mais c'est vrai, je savais pas ce que c'était, mais en revanche, pareil, nous c'est là on parle d'une application une web application qui a un questionnaire, donc où il y a très bien d'informations, et après des éléments. En plus, comme j'ai dit, on est en phase pilote, mais même dans l'absolu que l'outil devienne mondial, etc. Je pense pas que ça amène à des à des énormes données, parce que j'ai un peu de mal en fait. C'est quoi la collecte de données? Nous, l'objectif principal de l'outil, justement aussi, c'est pas une collecte des données. En fait, c'est même pas un objectif, mais ça devient indirect. Et on parlait aussi justement de l'histoire de la fiabilité des données. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'intérêt du backup, qui était une des raisons pour lesquelles j'ai fait, c'est aussi ça. C'est en fait de dire, ok, de quoi on parle. Donc là, on parle de gens réels avec des données qui viennent du terrain, où on sait qui c'est, puisque après on voit la personne, on va auprès d'elle. Dans le cas des services, enfin pas moi. Partout, hein. Mais donc voilà, donc, je réponds pas peut-être, mais pour le coup, pardon, c'est une chose sur la question de l'efficience, enfin comment être plus efficient, etc. C'est là aussi où la technologie sur la question de l'humanitaire, ça permet d'être efficient. Nous, le backup, l'idée, c'est de dire en fait, les choses viennent du terrain. On n'a pas plus besoin d'être partout et d'être là et de travailler vraiment au niveau local avec les services locaux. Donc là, pour moi, c'est une forme d'efficience et de Merci beaucoup. J'aurais bien aimé aussi qu'on ait la réaction des start-upers, mais on va tout de suite passer à l'identité numérique, un vaste programme. Est-ce qu'on peut le traiter en moins d'1 minute? J'imagine que la question derrière, c'était la question de la responsabilité aussi des individus. Oui, d'accord. Mais je ne sais pas si là-dessus... Vous voulez réagir? Une petite remarque. Je crois qu'il va falloir très rapidement. Pour vous dire une chose, il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées. Mon voisin de bureau, quand j'étais au ministère, s'occupait d'une chose qui s'appelait IDENUM, justement sur l'identité. Et maintenant, beaucoup de travaux sont menés pour l'élargir. Notre problème à l'heure actuelle, il est très clair. C'est qu'à l'heure actuelle, existe un système d'identité numérique, ça s'appelle Facebook. Et donc aujourd'hui, la question que vous posez, qu'il faudrait poser au gouvernement, c'est faut-il la rendre obligatoire et de quelle manière peut-on l'imposer? Je vais vous dire une chose, d'expérience, je sais une chose, c'est que si une techno ne trouve pas, n'est pas adoptée par les personnes parce qu'elle est mal conçue, et on pourrait parler du DMP pour ce qui est entre autres, ou on pourrait parler de la signature électronique. Moi j'ai souvenir, en 2003 on parlait déjà de signature électronique, personne ne signait des documents électroniquement parce que c'était infiniment compliqué. Donc je vais vous dire une chose, la vraie question, comme disent nos amis chinois, le diable c'est dans le détail, c'est comment ce sera mis en œuvre. Si c'est mis en œuvre de façon intelligente par des sociétés dynamiques qui sont capables de créer une interface et un système intelligent, je pense qu'on pourrait y arriver. Sinon, Facebook continuera de régner dans ce domaine comme malheureusement dans beaucoup d'autres. Merci. On est d'accord qu'il faut le mettre en œuvre. Oui, bien sûr.
Ah, vous êtes. Pardon, Non, pardon, je cherchais qui parlait et j'étais un peu. Mais on est d'accord qu'il faut le mettre en œuvre. Il y a des nations dans le il nous Nord faut qui ne pas dépendre, de la même manière qu'il nous faut ne pas dépendre des Chinois par rapport à la 5G, ça c'est l'objet récent de débat, de la même manière, il ne faut pas dépendre effectivement de sociétés américaines qui vont capter l'identité des Français, c'est évident. Merci, Monsieur Benamou. Une phrase sur l'accompagnement des technologies en Afrique, vraiment une phrase, et ensuite on libère, promis. Oui, alors c'est vrai que par rapport à votre question, c'est une très bonne question. Juste quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'en fait les données, elles sont à la possession du ministère de la Santé burkinabé. Donc déjà, si on veut les utiliser et si on veut en récupérer certaines, à chaque fois c'est soumis à l'accord, à l'approbation du ministère. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et toute analyse est soumise à leur accord. Donc parfois ils peuvent refuser, et c'est le cas de temps en temps. Et puis par ailleurs, là c'est un projet, mais par exemple au Cameroun, on travaille avec une autre société, c'est une start-up camerounaise qui développe la technologie. Et en fait, il y a un essor extrêmement important. Il y a notamment des forums du numérique africain qui sont des start-up africaines. Et par exemple, en tout cas, Action contre la faim, quand c'est possible, travaille directement avec ces start-up africaines. Mais on est complètement conscient que la question de la décolonisation de l'aide est un vrai sujet. Merci infiniment. Je crois qu'il faut vraiment qu'on descende. Merci beaucoup. On a parlé de beaucoup de régions du monde. On voit que c'est un sujet qui est encore très neuf et très exploratoire. Et je pense qu'il y a de belles perspectives dans le cadre de Normandie pour la paix, dans le cadre de l'association F. Merci infiniment.